Donc, comme je disais, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau recap de Big Brother Canada saison 10. On est à la 8e semaine de Big Brother Canada et donc il reste officiellement seulement 2 semaines à la saison. Et la semaine 8 qui a vu la maison de Big Brother Canada passer de 8 joueurs à officiellement 5 joueurs. 3 éliminations cette semaine, un beau bordel. Et quoi de mieux pour en parler que d'essayer de review une semaine complètement débile de patronat de Marty. Donc, ouais, non, ça a été vraiment tout un beau un beau chaos. Cette semaine, c'était vraiment un peu mon gueule. Et encore une fois, Big Brother Canada qui s'annonce pour devenir probablement ma saison préférée de Big Brother Canada à date dans l'histoire du show. Fait que c'est super le fun, tu sais, je m'en plains pas là, d'avoir sous nos yeux actuellement une des meilleures saisons de Big Brother Canada. C'est vraiment cool. Et je suis vraiment content de pouvoir en parler. Salut Lou, salut Julien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle soirée à date. Évidemment, les petites règles d'usage avant qu'on rentre dans le cœur du stream. Le stream de ce soir va couvrir les événements de la semaine 8. Donc, tout ce qui s'est passé la semaine passée. Ce qui s'est déroulé dans l'épisode de ce soir, le lundi 25 avril, on n'en parle pas. Ben, anyway, je peux même pas en parler, j'ai pas vu l'épisode encore. Donc, évidemment, ce qui est dans l'épisode de ce soir est hors limite. Ce qui se passe à la semaine 9, c'est hors limite. Ce qu'on couvre ce soir, c'est la semaine 8 et évidemment aussi la Triple Eviction de jeudi dernier. Fait que, parlons de la semaine 8. La semaine 8 qui, je l'ai un peu spoilé, a mené à un patronat de Marty qui a enfin décidé de s'attaquer officiellement à Josh et Betty pour je dis enfin officiellement, non, c'est même pas vrai, c'est la 3e fois qu'il les cible. Et là, il se dit, cette fois-ci, c'est la bonne, j'élimine soit Josh ou Betty, parce que c'est les deux personnes avec qui j'ai le moins de liens, et c'est les deux personnes qui me mettraient immédiatement sur le bloc si je n'étais pas patron. Sounds good, sounds logique. Marty et patron veut pas encore une fois trahir JC Lynn et Gino, donc il met deux personnes qui ne sont pas dans son alliance, qui le protègent pas et même qui vont le cibler. Jusqu'à date, tout va bien. On s'entend là, on parle après un épisode, tout va bien dans le monde de Marty. Et après ça, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est incroyable. En gros, il nomine ces deux personnes-là, puis évidemment, je vais revenir à toutes les séquences qui ont mené aux plusieurs événements. Là, je fais juste un petit résumé très rapide pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde des événements qu'on va analyser par la suite. Fait que, là, basically, c'est Josh et Betty sur le bloc. Josh et Betty sont comme, alright, il faut qu'on sorte de là, sinon on est foutu. Notre seule manière de se sortir de cette semaine-là, les deux intacts, c'est de gagner le veto. Et là, de forcer Marty à mettre quelqu'un d'autre sur le bloc. Et là, essayer peut-être de faire tomber l'alliance de 5 qui semble se dessiner entre Marty, la showmance de Gino et Jaycelyn et le duo de Helena et Kevin. Bref, compétition du veto qui était très nice, on va reparler, mais c'est la compétition 60 minutes en enfer, mais au paradis qu'on a vu au Québec, là c'était la version en enfer, c'était 100 minutes en enfer, ou je sais pas trop comment ils l'avaient appelé, mais bref, c'est le même principe, que Betty a remporté avec une des prestations les plus impressionnantes que j'ai vues à cette épreuve-là à date, avec seulement 42 secondes d'écart. Bref, Betty, qui était sur le bloc, remporte le veto. Ça fait que 7 semaines, pas 7 semaines actuelles, 7, le chiffre 7 semaines, 7 semaines sur 8 de la saison ont vu le veto être utilisé / remporté par quelqu'un sur le bloc. C'est mon goal. Et ça fait en sorte que là, Betty va utiliser le veto pour se sortir du bloc et c'est là que ça se gâte. Dans le fond, comme je l'ai dit il y a peut-être 2 minutes, on s'entend. Là, tu te dis, ok, Marty a mis Betty et Josh sur le bloc. Si jamais un des deux sort, il peut toujours mettre Summer, qui est une option, c'est un plan B, un plan C, whatever. Sauf que, la twist Bel-Air direct, la protection du Canada a été remise en jeu cette semaine et le Canada a décidé de protéger Summer. Ce qui fait en sorte que Summer est immunisée pour la semaine. Marty ne peut donc pas la mettre en remplacement. Ce qui force Marty à devoir piger dans sa propre cour d'alliés et devoir soit trahir son alliance avec Gino et JC Lynn, et encore une fois les trahir pour une 3e fois, et
ou trahir son trio fort avec Alina et Kevin et en mettre un ou une des deux sur le bloc. Et peut-être bousiller cette alliance-là et mettre en danger, et encore une fois, la personne des deux duos qui mettrait sur le bloc. Fait que déjà là, ça chie solide pour Marty. Sauf que Marty, en tant que tu sais, quelqu'un qui veut être bon joueur, quelqu'un qui veut essayer de s'assurer que tout fonctionne, il s'est dit, alright, je vais faire un all-in, je veux m'assurer que l'alliance des 5 reste ensemble, et je vais en fait forcer le hasard à décider, et par l'ajout du hasard, forcer les gens à travailler ensemble dans l'alliance de 5 pour l'élimination de Josh, qui est l'autre personne qui était sur le bloc, qui était la nomination initiale de Marty. Sauf que en faisant ce move-là, Marty a vraiment surestimé en fait le lien qui unissait son alliance avec Kevin et Alina et son lien avec son alliance avec Gino et Jaycelyn. Ce que ça fait, c'est qu'il n'a pas réalisé que les deux duos étaient prêts à se tirer dessus à n'importe quel moment, la seconde où l'un des membres de ces duos respectifs-là était sur le bloc. Marty a surestimé la volonté de Kevin et d'Alina de travailler ensemble avec Gino et Jaycelyn, a pas réalisé que Gino et Jaycelyn étaient en fait les cibles de Kevin et Alina depuis le début de la semaine. Et pendant la pige, parce que oui, et vous avez probablement vu la miniature, il y a une pige avec des gummy bears, et le gummy bear rouge était le gummy bear qui allait déterminer la personne qui allait se retrouver sur le bloc. Et le plus mongol dans cette histoire-là, parce que je vous l'ai dit, cette semaine-là, cette semaine de débile est pas finie. La pige pour trouver qui allait être le remplacement était entre, donc, en fait, c'est ça. Marty a dit, écoute, Gino, t'es mon boy, je veux pas que tu te mettes en danger, fait que si tu veux, je te donne la possibilité de pas te mettre de gummy bear dans la pige, et donc, tu seras pas en danger, peu importe ce qui se passe. Tu sais, t'es la seule personne que je suis prêt à lui donner ma parole qui est pas en danger. Déjà là, ça met un peu Gino dans une position difficile, parce que là, Gino, c'est soit qu'il accepte l'offre de Marty, oui, il est safe, mais il perd potentiellement la relation qu'il est en train de bâtir avec Kevin et Alina, ou il dit oui, il se met en danger en espérant pouvoir travailler avec l'Alliance de 5, mais encore une fois, là, il faut qu'il prie pour que l'Alliance de 5 se maintienne ensemble. Fait que bref, là, Gino, en tant que bon gentleman, en tant que personne beaucoup trop beaucoup trop gentil et honnête pour son propre bien, dans le sens qu'il était tellement trop fin pour son propre bien, ben qu'il accepte, en fait, qu'il dit à Marty, non, en fait, qu'il refuse l'offre de sécurité automatique de Marty, il dit, ben non, mets un gummy bear dans le pot, je vais piger quand même, puis ça va être fair pour tout le monde. Et parce que, évidemment, le destin fait bien les choses, qui est-ce qui pige le gummy bear de la mort? C'est Gino. Et donc, pour essayer de forcer les gens à protéger Gino, et c'est là que ça part en couille, tu vois Marty essayer de rallier tout le monde en disant, écoutez, let's go, on est les 5 solides, on sort Josh, et on sera au top 5 les 5 ensemble, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Et tu vois la réaction de Jaycelyn qui veut mourir, t'as Gino qui est en tabarnouche, puis t'as Kevin et Alina qui se retiennent de pas rire dans la face de Marty et Gino, parce que ils ont eu leur cible de la semaine sur le plateau d'argent. Fait que bref, cérémonie du veto, comme de fait, Betty utilise le veto pour se sauver elle-même. Et qui est-ce qui se retrouve sur le bloc? Gino. Et qui c'est qui est éliminé par un vote de 4-1? Gino. Fait que Gino est finalement sorti aux mains de Marty dans une semaine où Marty voulait absolument le protéger par une pige au hasard d'un gummy bear. Si ça c'est pas du divertissement de télé-réalité de qualité, je sais pas ce que c'est. C'est honnêtement c'est un des épisodes, c'est une des séquences qui menait à l'élimination de quelqu'un les plus ironiquement drôles que j'ai vu de ma vie. C'est le genre d'affaire qui s'écrit même pas. C'est tellement improbable, mais tellement le sort du hasard parfait. C'était à mourir de rire. Honnêtement, hilarant. Fait que là, parce que, encore une fois, c'est pas fini. La semaine n'est pas finie après l'élimination de Gino. Non! Il y a la Triple Eviction. En gros, la Triple Eviction, c'est un peu comme... J'en parlais la semaine passée dans mon stream, puis c'était comme... Je me rappelais plus exactement des règles, mais en final... j'avais comme semi-raison. En gros, c'est comme la semaine rouge de Big Brother Célébrité saison 1, où 3 personnes se retrouvent sur le bloc. Par contre, c'est fusionné à la double élimination
qu'on a pu voir à Big Brother saison 2, au sens où ça se passe tout en dedans d'1 heure. Fait que c'est une semaine entière, même une semaine extrême de Big Brother jouée à vitesse grand V. Et donc cette semaine de Mongol qui s'est jouée en un demi-épisode de Big Brother a commencé par la victoire de Josh au patronat. Donc Josh était safe pour la semaine, donc lui, après avoir survécu au bloc contre Gino, est devenu le patron de la Triple Eviction. Un beau retour du balancier, comme on les aime. Et là, avec ça, là, c'était le moment le plus stressant en tant que fan de Kevin et de Lina pour moi. Même si je savais que Josh était en alliance avec, il devait nommer 3 personnes pour la nomination initiale parce que c'est comme ça qu'une Triple Eviction fonctionne. 3 personnes sur le bloc et une cérémonie du veto. Fait que là, Josh a même à peine le temps de discuter avec tout le monde et met Marty, sans surprise parce qu'il a voulu l'éliminer, mais JC Lynn parce qu'elle est clairement dans le clan opposé à lui, et finalement met Summer comme étant la 3e personne qui suppose va rester safe, mais qu'il fallait quand même qu'il mette comme pion. Mais la relation entre Josh et Summer est pas non plus incroyable, fait que si jamais Summer s'en va, au pire. Fait que là, évidemment, parce que le karma et la saison de Big Brother Canada fait bien les choses encore une fois, compétition du veto où presque tout le monde participe, sauf, je pense que c'était Helena et Josh, ou Betty et Josh qui jouaient pas. Et finalement, c'est JC Lynn qui a remporté le veto. Donc JC Lynn, qui était sur le bloc et était une des cibles de Josh, remporte le veto et évidemment utilise le veto pour se sauver. Et là, moi, c'était le moment où je me suis mis à capoter. Parce que j'étais comme, ok, Josh est en alliance avec Helena et Kevin dans les Crash Test Dummies. Mais en même temps, Josh est ultra proche de Betty. C'est ça. Peut-être même son allié numéro 1 quand tu y penses. Fait que là, j'étais comme, mais là, c'est sûr et certain que Josh va pas mettre Betty sur le bloc. Fait que j'étais comme, ok, ben ça va se jouer entre Helena et Kevin. Puis là, je me disais, ben là, Josh est tellement proche de Kevin, il pleurait pendant le défi de Kevin, puis on va y revenir du défi puisque c'était incroyable. Fait que là, t'as Josh qui est en train de brailler, t'as Josh qui braillait pour l'élimination de Kevin. J'étais comme, c'est sûr, mais la fausse élimination de Kevin, on y reviendra. J'étais comme, alright, c'est Helena qui se retrouve sur le bloc, puis là, c'est les votes pour éliminer, c'est Kevin, Summer, Kevin, JC Lynn, puis Betty. Ben, c'est sûr que Marty est éliminé déjà de 1. Et de 2, fort probablement que Helena va être éliminée comme étant peut-être plus dangereuse que Summer, vu que Summer remporte pas d'épreuves. Fait que là, j'étais là, j'écoutais l'émission avec ma mère qui est une grande fan de Helena, qui était comme, oh my god, Helena va s'en aller. Genre, on était en train de rationaliser le départ de Helena. Tout ça en comme quelques minutes à peine, pour que finalement Josh mette Betty sur le bloc. Et fait que là, moi, j'étais là, ça n'a aucun sens. J'étais content parce que Kevin et Alina ont réussi à survivre à la Triple Eviction parce qu'ils allaient pouvoir être mis en danger. Mais j'étais comme, oh mon dieu, fait que là, donc pour le bloc final de la Triple Eviction, Marty, Summer et Betty. Et finalement, donc les 3 votes qui appartiennent à Kevin, Helena et JC Lynn. Et les 3 votes pour protéger Betty. Et donc, c'est finalement Summer et Marty qui sont éliminés pendant la Triple Eviction. Et c'est comme ça que se termine mon résumé de presque 15 minutes de cette semaine complètement débile de Big Brother Canada. Mais absolument débile. Salut William, j'espère que ça va. Ma mère qui dit « You can put your feet up ». Hey, cette phrase-là va hanter les gens pour le reste de leur vie. Si tu te fais dire « You can put your feet up » par Marty, cours. Va-t'en. Protège-toi, gagne le veto, fais autre chose. Sauve-toi. Parce que Lord knows que Marty va pas te sauver, au contraire. Ah, fait que là j'ai évidemment pris ça très vite pour résumer le tout, pour qu'on comprenne un peu comment on est passé d'un point A à un point Z à la fin de la semaine. Mais honnêtement, il y a plusieurs séquences que je veux aborder dans cette semaine-là. Premièrement, honnêtement, les premières nominations de Marty étaient les bonnes. Je suis complètement d'accord avec les nominations de Marty, au sens où oui, Gino et JC Lynn ont essayé de le backdoor la semaine d'avant. Par contre, même si ces deux-là lui faisaient pas confiance, je pense que pour lui, il y avait quand même plus de chances qu'il y ait un univers pour travailler avec lui, surtout s'il était en position de pouvoir, que Betty ou Josh.
Fait que de mettre Betty ou Josh qui est aussi une menace en plus pour gagner la saison, était une bonne idée de la part de Marty. Et je peux aucunement le blâmer pour ses nominations initiales de Josh et Betty. Faut aussi que je mentionne, honnêtement, j'ai vraiment pas aimé la réaction de Betty face à sa nomination de Marty. Déjà, après l'épreuve, parce que la finale de l'épreuve pour le patronat numéro 1 de la semaine, c'était Betty contre Marty. Et t'avais Marty qui a pratiquement été ostracisé par la maison après sa victoire. T'sais, personne vraiment célébrait sa victoire. Tout le monde était plus en train de consoler Betty qui était en maudit, qui en revenait pas parce qu'elle savait qu'elle allait être mise sur le bloc par par Marty. Fait que honnêtement, puis après ça, une fois qu'elle a été mise sur le bloc par Marty, elle a juste complètement refusé de lui parler. Elle a pas voulu vraiment, elle a pas semblé en tout cas démontrer la volonté d'aller parler de la stratégie, d'aller essayer de rebriser les pots cassés avec Marty pour essayer de lui faire comprendre qu'elle est pas une menace pour sa game et que s'il y a quelqu'un à cibler dans la maison, c'est pas elle. Comme ça, Marty, avec son cerveau complètement déglingué de stratégie, pourrait vouloir peut-être cibler quelqu'un d'autre qu'elle, mais non, Betty a juste refusé complètement et catégoriquement de même aller approcher Marty pour rectifier le tir. Et ça, je la blâme énormément là-dessus. C'est vraiment pas une bonne attitude à avoir. Granted, elle est encore safe. Elle a survécu même à la triple eviction. Dans un sens, est-ce que c'est la mauvaise chose qu'elle a fait? Non, considérant qu'elle a survécu. Mais je pense que la raison pourquoi elle a survécu découle beaucoup plus de sa victoire au veto que de son attitude stratégique pour le reste de la semaine. Au contraire, elle s'est trouvée 2 fois sur le bloc dans la même semaine, donc à la première nomination et à la triple eviction, et a juste activement refusé de parler de stratégie à Marty. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas génial de sa part. Josh était beaucoup mieux dans son approche. Sans que la discussion entre lui et Marty ait été excellente, je pense que Josh était déjà moins dans la confrontation, était déjà moins négatif face à Marty, ce qui aidait beaucoup plus. Et j'ai trouvé vraiment intéressant aussi de voir le positionnement de Helena et Marty et de Kevin cette semaine en tant que duo face justement au patronat de Marty. Donc évidemment de se rapprocher de lui, même s'ils savent que Marty est dangereux parce qu'ils peuvent pas entièrement lui faire confiance. Helena est très proche de Marty. Et c'est ce qu'on a vraiment, je pense, appris cette semaine par le fait que Marty garde Helena safe pratiquement toute la semaine. En fait, ils ont un Final 2 même ensemble, c'est ce qu'on a appris. Je sais pas si elle avait parlé avant, je me rappelle pas, mais on a appris que Marty et Helena avaient un Final 2. Donc évidemment, ils voulaient la garder en sécurité. Et Helena a vraiment bien utilisé cette position-là comme potentiel numéro 2 à Marty pour aller chercher de l'information et pour après ça contre-attaquer tout au long de la semaine lorsque, exemple, Josh et Betty essayaient de s'en sortir, lorsque après l'utilisation du veto par Betty, puis que là, il y avait comme il savait pas qu'elle allait être mis sur le bloc, ben là, t'as évidemment Jaycelyn et Gino qui essaient de se protéger en lançant Kevin et Helena sur le boss, en dessous du boss, sachant que Summer pouvait pas être mis sur le bloc. Mais Helena, en qualité de la personne qui est probablement la plus proche stratégiquement et humainement de Marty, a réussi à amener Marty à la conclusion que la seule option qui était logique pour lui cette semaine, c'était de faire une pige au hasard pour la nomination de remplacement. Et ça, je donne énormément de crédit à Helena et aussi énormément de crédit à Kevin. Parce que pour moi, ça aurait été plus... Tu sais, si Marty avait vraiment voulu enlever une grosse cible, il aurait ciblé Kevin et Helena, qui sont pour moi les deux joueurs et les joueuses les plus dangereux qui restent dans la maison, dangereux et dangereuses dans la maison. Mais on sait que Marty et peut-être les gens dans la maison réalisent pas à quel point Helena et Kevin sont dangereux comme nous on peut le voir en regardant l'émission à la télévision. Fait que, mais pour de vrai que le fait que Helena et Kevin soient sortis non seulement de la semaine de patronat de Marty où il a dû piger dans une alliance et de la triple eviction, les deux intacts et sans même avoir de froid dans leur relation, c'est sans qu'il y ait eu à se lancer mutuellement en dessous du boss, est vraiment impressionnant. Et ils ont fait tout un travail cette semaine pour consolider leur position dans la maison en tant que duo. C'est vraiment impressionnant à regarder. Et je me rappelle, William, tu m'avais demandé un peu, je pense que c'était plus tôt dans la saison, tu m'avais demandé, est-ce que tu penses que la relation entre Helena et Kevin est similaire à celle de Neda et John Party de la saison 2 de Big Brother Canada? Au début, j'étais pas encore sûr,
mais le fait qu'ils survivent obstacle après obstacle en tant que duo, tout en ayant leur game individuel, mais en étant tout le temps ensemble stratégiquement, puis en étant les deux plus grosses menaces pour un jury à la fin. Maintenant, à la semaine 8, je suis complètement d'accord avec cette affirmation-là. Pour moi, Kevin et Alina sont le nouveau duo iconique de joueurs stratégiques de Big Brother Canada. C'est un duo Ride or Die qui a connecté depuis le début de la saison et qui a vraiment avancé toute la saison ensemble. Pour moi, Kevin et Alina représentent ce nouveau type de duo-là. Des joueurs ultra stratégiques qui ont une relation humaine de confiance, mais qui reconnaissent le danger que les deux mutuellement posent. Mais au lieu de s'attaquer, s'allient et veulent s'amener à la fin en espérant pouvoir battre l'autre. Kevin en ayant probablement une game sociale plus amicale. Tu sais, je pense que les gens aiment beaucoup Kevin dans la maison. Et Alina en étant une joueuse qui a peut-être pas les relations amicales au même niveau que Kevin, mais a par contre une game de positionnement social vraiment intéressant, qui a su se sortir de situations touchées par la force de son gameplay, la force de ses conversations, et les deux vraiment s'élèvent plus haut comme joueurs et comme joueuses. Et pour moi, Kevin et Alina est un des meilleurs duos qu'on a vu avec Brother récemment. Et je leur souhaite tellement une victoire à un des deux. Évidemment, dans le Final 5 qui reste, donc incluant Josh, Betty et JC Lynn, il y a pas de joueurs dans ce groupe de 5-là que je suis comme arc, je veux pas qu'ils gagnent. Mais pour moi, Kevin et Alina représentent tellement quelque chose d'important dans la construction de cette saison-là que je trouverais ça vraiment dommage qu'un des deux gagne pas. Mais je pourrais comprendre si, au contraire, ils se font éliminer avant la finale et que leur jeu s'écroule avant la fin parce que, justement, les gens réalisent un moment donné qu'ils sont trop dangereux. Mais pour l'instant, ils réussissent à se camoufler dans la maison et ça, c'est incroyable. William, tu me demandes, penses-tu que le Red Gummy Bear Gate sera iconique dans l'histoire de Big Brother Canada? Ma réponse est absolument claire, définitivement. Je suis sûr et certain que le Red Gummy Bear Gate va rester dans l'histoire du Canada, de Big Brother Canada. C'est une des affaires les plus absurdes et les plus accidentellement comiques que j'ai vues de ma vie. Toute la saison, en fait, pour moi, le fil narratif central, au moins comme du gros bloc milieu de la saison de Big Brother Canada 10, du milieu de la saison, c'est la relation entre Gino et Marty. Quand on regarde les épisodes, quand on regarde la trame narrative, oui, c'est jamais eux qui sont comme partis, mais le fait qu'ils soient tout le temps patrons et qu'ils se trahissent mutuellement ou veulent se trahir mutuellement tout en ayant une relation de travail / une relation personnelle chambranlante, constamment, a vraiment drivé l'histoire de la saison. Fait que de voir finalement Gino, qui était une menace pour gagner à la fin, parce que les gens l'appréciaient énormément, il était bon dans les épreuves, il était bien positionné, le monde savent qu'il est smart. Gino était quand même un joueur, on s'entend pas ultra divertissant, mais talentueux avec Brother parce que même s'il était passif, il savait quoi dire au bon moment, il savait comment être bien avec les gens dans les bonnes relations sociales et savait gérer son niveau de danger relativement assez bien. Fait que pour moi, Gino était un joueur dangereux et s'est finalement fait sortir sur une pige de Gummy Bear où il s'est fait offrir de même sortir et il a quand même accepté d'aller dedans. Et je comprends pourquoi il a accepté d'aller dedans, mais de participer à la pige. Mais c'était un moment incroyable. Puis après ça, l'espèce de moment où t'as Marty qui leur dit, écoutez, let's go, on se trust. Les 5 all the way, on se fait confiance. Puis là, il les fait montrer le 5-5 à la caméra et t'as les 5 personnes ou presque dans la photo qui sont toutes, on dirait qu'ils sont tous pris en otage par Marty. Ils sont tous là genre, à l'aide. Tu sais, comme, ça paraît qu'il y en a aucun là-dedans qui se fait confiance. Il y en a, c'est mongol cette saison. Puis ce moment-là, le 5 dans la caméra, il va être gravé dans ma mémoire. Le fait que Gino se fasse éliminer après ça, puis que Marty et Jaislyn soient blindsidés solidement à l'épisode d'élimination était glorieux. Pour vrai, le Red Gummy Bear est un moment incroyable dans l'histoire de Big Brother Canada et Big Brother en général. En plus, l'épisode du mercredi, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais est mon épisode préféré, je pense, de Big Brother. Toute
versions confondues. J'ai adoré l'épisode de mercredi passé. Que ce soit avec la compétition du veto, qui est une compétition vraiment le fun à regarder. J'aime vraiment le concept de la compétition 100 Minutes in Hell. Puis donc le fait de rester en cercueil puis de devoir estimer le temps, je trouve que c'est super simple comme prémisse, mais c'est tout le temps vraiment divertissant avec les messages de leur famille, avec le... Tu sais, il y a de quoi de puissant dans cette compétition-là, de drôle, de divertissant, de voir les gens hurler de peur et de malaise quand ils se font dropper les verres dessus. C'est juste vraiment drôle et divertissant. Après ça, t'as toute la section avec le défi. Le défi que Martha the Moose a donné à Kevin, où Kevin a dû faire croire à la maison entière qu'il allait s'auto-évincer parce qu'il voulait quitter le jeu. Puis là, t'as du monde... quand quand Kevin révèle ça à Josh, t'as Josh qui se met à brailler. T'as tout le monde qui est comme « Oh mon Dieu, ça a aucun sens. » T'as Josh qui dit « Si je vais m'auto-éliminer avant que tu t'auto-élimines. » Genre, c'est ridicule. T'as apparemment Alina qui se tenait pratiquement à la jambe de Kevin pour pas qu'il quitte la maison. Apparemment, c'était mongol cette scène-là dans la maison. Puis même ce qu'on a vu dans l'épisode monté à la télévision, c'était absolument débile. Et le fait que Kevin a réussi ce défi-là qui est extrêmement difficile et vraiment impressionnant. C'était vraiment... J'arrête pas de dire vraiment, c'était incroyable. C'était juste très 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 drôle comme scène. Et Kevin était juste le meilleur joueur pour tomber sur ce défi-là. Pour après ça mener à toute la négociation de qui va se retrouver sur le bloc une fois que Betty utilise son veto. Est-ce que ça va être Gino ou JC Lynn? Est-ce que ça va être Kevin ou Alina? Comment cette négociation-là s'est passée avec Kevin qui promet sur son mariage en voulant donner sa fausse bague de mariage parce que c'est un gros un élément qui était mentionné en début de saison, en fait en pré-saison. Mais Kevin est pas marié encore officiellement, il est juste fiancé à sa partenaire Jillian, mais il voulait faire croire aux gens qui étaient mariés dans la maison et a runné avec ce mensonge-là toute la saison et a promis sur son faux mariage à Marty, qui est le seul autre homme marié dans la maison, donc il sait qu'il y a une relation émotionnelle avec Marty sur ce plan-là, a parié sur ce faux mariage-là pour lui dire qu'il était avec lui jusqu'à la fin, etc., qu'il allait voter pour éliminer Josh si lui ou Alina était pas sur le bloc. En fait, si lui était pas sur le bloc, en fait, c'était incroyable. Et finalement, que toute cette situation-là se conclut par la pige du Gummy Bear, c'était mongol. Tu sais, fait que tout ça se soit passé dans un épisode mercredi passé était phénoménal. Un épisode de Big Brother parfait. J'ai rien d'autre à dire. Et ça, je pense sincèrement qu'on a une des meilleures saisons de l'histoire de Big Brother devant nous. C'est génial. Puis c'est fun d'être là, puis de pouvoir en parler, puis de pouvoir réaliser qu'on a la chance d'avoir une saison aussi divertissante que ça pendant qu'on l'écoute, tu sais. Oui, c'est le fun, l'écouter puis se faire comme waouh, c'est vraiment une bonne saison. Mais là, de pouvoir être là, de pouvoir en parler, d'avoir fait découvrir Big Brother Canada à ma mère cette saison, puis l'avoir trippé sur Big Brother comme show, puis en plus, parce qu'elle a un exemple de saison phénoménale de Big Brother, c'est trippant, puis de pouvoir arriver ici les lundis soirs dans le chat, puis jaser de tout ça, puis d'expliquer pourquoi c'est une saison le fun, est vraiment, vraiment cool. N-Tips qui dit « Marty aurait vraiment dû arrêter d'essayer de réparer une relation bien trop brisée entre lui et Gino. Ça l'a amené à trop de décisions bizarres ou forcées. » Complètement. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt quand je mentionnais que la relation entre Marty et Gino est la relation centrale de la saison. Oui, le duo Kevin et Alina est probablement le meilleur duo de l'histoire récente de Big Brother. Oui, c'est eux qui, au final, décident la game dans l'ombre. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui amène chacune des décisions à être prises au départ, ça passe par la relation entre Marty et Gino. Ça passe par le fait que, une fois que les vétos sont utilisés, ou une fois qu'il y a des situations qui vont un peu à gauche ou à droite dans la maison, quelle relation est tout le temps en jeu? La relation entre Marty et Gino. Et là, le fait que Gino est parti pendant le HOH de Marty est juste de la poésie pure. Et
Puis je pense que le point que t'amènes, N-Tibbs, en mentionnant que le problème de la game de Marty était de tenter de réparer la relation avec Gino est un excellent point et probablement la raison pourquoi la game de Marty était problématique au final. La raison pourquoi Marty était pas capable de se réintégrer dans la maison, c'est que il assumait pas le fait d'avoir trahi d'avoir trahi Gino la première fois. Il a tout le temps travaillé à essayer de se racheter auprès de Gino aux dépens des relations qu'il venait de développer en le trahissant. Tu sais, en votant pour éliminer, en fait, en, en étant comme celui qui a flippé le vote, entre autres, contre Stephanie et contre Kyle à la semaine 3, tu sais, oui, Marty s'est mis, Kyle s'est mis, Gino s'est mis Jaclyn à dos, mais il s'est aussi rapproché de tout le reste de la maison. Il s'est rapproché de Summer, il s'est rapproché de Josh qui a sauvé, il s'est rapproché de Kevin, il s'est rapproché de Lena. Tu sais, en faisant ce move-là pour trahir Kyle, Stephanie, Jaclyn et Gino, il s'est rapproché de tout le reste de la maison. Sauf que en se sentant mal, puis en regrettant d'avoir trahi Gino, ben il a lancé ses propres nouveaux alliés en dessous du bus pour aller racheter sa relation avec Gino qui était déjà brisée, comme tu l'as dit, N-Tibbs. Et il a fait ça à de multiples reprises, incluant après la double eviction puis le fiasco du vote, du flip de vote contre Gino versus Jess. Puis encore une fois, après ça, tu l'as vu essayer de racheter ses erreurs, puis ça a complètement tanké sa game. Et encore une fois, cette semaine, c'est le même principe, en essayant de rendre ça fair pour tout le monde, en essayant d'absolument protéger cette alliance de 5-là, qui incluait Gino et Jaclyn et de l'autre côté Marty et Helena dans un groupe qui était dysfonctionnel à la base parce que les deux côtés de cette alliance-là voulaient s'attaquer. Ben, ça a coûté au final la game de Gino et après ça, ça a coûté sa propre game lors de la triple eviction parce qu'une fois que Josh était le patron, c'était absolument certain que Marty allait se retrouver sur le bloc et c'était absolument certain que personne allait voter pour le garder dans la maison, ou au moins que il y a trop de gens qui étaient fâchés après lui dans la maison encore à ce moment-là pour vouloir le garder, surtout après l'élimination de Gino, et en plus dans une situation où il y avait 3 personnes sur le bloc et les joueurs dans la maison pouvaient juste en sauver un ou une. Clairement, Marty n'était pas la priorité de ces gens-là et c'est compréhensible considérant que Marty lui-même a fait savoir à tout le monde que sa priorité était Gino. Fait que Marty a tanké sa game à cause de sa relation avec Gino et j'en suis complètement d'accord. Et même chose pour Gino. NTV qui dit il va y avoir des décos de Red Gummy Bear dans la maison de Big Brother Canada 11. La prochaine saison va juste être themed autour de la relation dysfonctionnelle de Marty et Gino. Ça va juste être des photos de Marty et Gino pis des phrases en français que les Anglos comprennent pas un peu partout dans la maison. Ça va être malade. Puis l'accent acadien de Marty un peu partout dans le confessionnal puis dans les challenges puis tout. Magique. William qui dit... Oh, pardon. Je vais m'hydrater un peu en fait. Donc, William qui dit... Taryn Armstrong de Rob as a Podcast a déclaré aujourd'hui que la saison 10 de Big Brother Canada est l'une des meilleures saisons de l'histoire de toute édition confondue. PS, c'est sa saison préférée de Big Brother Canada. Honnêtement, c'est le fun d'entendre ça de Taryn Armstrong, qui est probablement la personne la plus en contact avec Big Brother que je connaisse en termes de couverture médiatique. Taryn Armstrong, qui est le journaliste, le podcasteur principal de la chaîne Rob as a Podcast, qui est probablement la plus grosse chaîne de podcasts et de balados et de vidéos sur Internet en lien avec la télé-réalité de compétition, genre Survivor, Big Brother, etc. Taryn Armstrong est la personne qui pas mal lead tous les podcasts, ou presque en lien avec Big Brother pour Rob as a Podcast, et probablement une des personnalités les plus influentes dans cette communauté-là. Fait que de savoir que Taryn trippe sur la saison 10, c'est vraiment le fun, et je suis pas surpris qu'il trippe autant sur la saison 10, considérant que objectivement, tu la regardes, t'es comme, il y a tellement de bordel dans cette saison-là que c'est pas difficile d'aimer cette saison-là. Cette saison-là se fait aimer par elle-même parce qu'elle présente du contenu drôle, sympathique. Les joueurs sont attachants tout en n'étant pas parfaits,
tout en étant pas nécessairement dominant non plus du côté de gameplay. Tu sais, même un Kevin ou une Helena qui, clairement, sont des meilleurs joueurs stratégiques que beaucoup de gens dans la maison, le font pas de manière dominante. Le font pas dans une position qui profite du nombre pour avancer. Ils naviguent dans l'ombre en profitant des cracks dans la maison pour faire swinger la maison du bord qu'ils veulent. C'est un gameplay vraiment impressionnant à regarder sans être redondant, plate et coulé dans le béton. On sait pas qui va être éliminé à chaque semaine et même dans admettons, prenons l'exemple de la semaine 8 où on aurait pu croire que Gino aurait complètement été safe par la victoire de Marty, mais c'est au final Marty qui est parti finalement c'est Gino qui est parti pendant le patronat de Marty à cause d'une histoire complètement ridicule de Gummy Bear. Comment tu peux pas planifier ça à l'avance et tu peux pas ne pas aimer ça d'un point de vue divertissement. Clairement c'est pas le meilleur gameplay qu'on a vu au monde, mais et ça c'est quelque chose que je tiens à répéter parce que pour moi c'est vraiment important. J'ai pas besoin de voir du bon gameplay pour avoir une bonne saison. Évidemment ça en prend du bon gameplay quand même pour que les saisons fassent du sens, que pour le côté stratégique de la chose, ça soit divertissant, puis ça soit le fun à analyser puis décortiquer, puis de comprendre les moves stratégiques complexes. Mais j'ai pas besoin de ça absolument pour trouver qu'une saison est divertissante. Et Big Brother Canada 10, c'est l'exemple parfait. Les deux joueurs les plus dominants dans la maison en termes de victoire de patronat, c'est Marty et Gino, et qui étaient probablement deux des joueurs les moins bons stratégiquement de la saison. Sans dire que Gino était à chier, sans dire que Marty était à chier, les deux avaient des fautes dans leur jeu stratégique, social. On s'entend. Gino, oui, était apprécié dans la maison, mais était au bottom, était dans la minorité toute la saison, ou presque. Quand il était dans la majorité avec Kyle au début de sa semaine de patronat, il a tout perdu ça ultra vite parce que Kyle était débile. Et a vraiment mal joué sa semaine de patronat. Puis depuis ce moment-là, il a jamais été capable de se remettre dans une position dominante. Il a tout le temps été dans une position de minorité. Et t'as pas besoin d'être dans une position dominante pour bien jouer à Big Brother, mais clairement, ça indique qu'il a pas été capable de se réintégrer socialement dans la maison au point où les gens voulaient travailler réellement avec lui. Et puis, on va même pas parler de Marty qui a jamais su gérer sa relation avec les gens dans la maison, a jamais su se positionner de manière optimale et en plus faisait des faux pas sociaux constamment. Fait que j'ai pas besoin. Puis c'est ces deux-là qui ont pas mal drivé l'histoire de la saison et c'est une des meilleures saisons de l'histoire de Big Brother. Fait que pour moi, c'est l'exemple parfait qu'on n'a pas besoin de cette domination-là, de cette game stratégique phénoménale pour avoir une bonne saison. On a juste besoin d'avoir des joueurs qui jouent. Ça, c'est le cas. Tout le monde dans cette maison-là joue. Même les joueurs qui jouaient le moins, genre JC Lynn, qui est pas ultra une méga joueuse, mais qui elle joue quand même. Elle joue la game de Big Brother. C'est pas la personne la plus influente dans la maison, mais elle joue. Puis elle est dans le Final 5 avec une réelle possibilité de se rendre au Final 4 puis au Final 3. Même si je pense pas qu'elle a des réelles chances de gagner Big Brother. Peut-être. C'est ça le pire. Peut-être qu'elle a des chances de gagner si elle se rend à la fin contre dans une situation peut-être contre Betty. Puis même là, je pense que Betty a plus de chances de gagner qu'elle à ce stade-ci. Je pense que Josh gagne contre JC Lynn. Puis évidemment, Kevin et Alina, à mon sens, gagnent contre JC Lynn, à moins que les gens aient vraiment une crotte sur le cœur contre Kevin et JC Lynn. Contre Kevin et Alina, pardon. Fait que, mais même là, JC Lynn a joué dans la saison, a été active stratégiquement et socialement. Bref, même des joueurs ou des joueuses comme Betty était un éclair, un paratonnerre de drama puis de situations chaotiques avec ses coches qu'elle pétait contre Kevin en début de saison, ses coches qu'elle a pété contre Moose, ses coches qu'elle a pété contre Marty. C'est vraiment divertissant. Bref, j'adore cette saison. Puis le fait que Taron Armstrong, pour venir à ton propos, William, dise qu'il trippe sur la saison, je suis pas surpris, je suis content. Et j'espère que ça va faire en sorte que Big Brother Canada va rester sur le paysage médiatique canadien parce que c'est tellement un bon show. Puis c'est tellement la meilleure version pour moi de Big Brother qui existe. C'est meilleur que la version américaine, c'est meilleur que la version québécoise. Puis j'ai juste espoir que la version américaine redevienne à cette hauteur-là parce que je pense qu'elle a déjà été capable d'avoir ces moments de gloire-là
d'avoir des bonnes saisons avec des casts divertissants. Il y a ce potentiel-là encore dans la version américaine. J'espère qu'ils vont être capables de le réatteindre à nouveau, parce que c'est plus le cas depuis plusieurs saisons. Et j'espère que la version québécoise va être capable de se rapprocher de ce standard-là dans le futur. Puis je pense qu'ils font un bon travail pour essayer de s'améliorer. Et je pense qu'ils ont encore un niveau au-dessus. Et ça, c'est celui de Big Brother Canada. Fait que si on perd ça après cette saison, ça serait extrêmement dommage. Mais j'ose croire que la qualité de la saison 10 va juste faire en sorte que les gens vont réaliser que oh wow, Big Brother Canada c'est excellent et qu'il faut le protéger ce show-là parce que ça vaut la peine de le protéger. William qui dit en plus, Kevin est incroyable, il a dit dès le début qu'il allait régner dans le chaos et effectivement, la saison n'a été que chaos et désolation. C'est la meilleure saison so far que j'ai vue avec Big Brother Canada 5. Honnêtement, moi j'avoue que Big Brother Canada 5, je suis un grand fan aussi. Je suis un grand fan de Big Brother Canada 9. Pour ceux qui ont vu ma couverture de la saison l'année passée, j'ai vraiment aimé la saison. Mais pour moi, Big Brother Canada 10 bat les deux saisons. Bat Big Brother Canada 5, bat Big Brother Canada 9. Il y a pas eu de moment où j'ai été émotionnellement, je pense, attaché à certains personnages, comme je l'ai été par la saison 9 avec Kiefer, puis mettons sa survie à son backdoor par exemple, ou à la victoire de Tara contre Jed dans la fake double eviction. Tu sais, il y avait des moments émotionnellement vraiment forts dans la saison 9, mais en termes de... Il n'y a jamais eu un moment plate dans la saison. Big Brother Canada 10, pour moi, est la saison la plus optimale et la plus divertissante que j'ai regardée. Et je pense que je peux l'affirmer, la meilleure saison de Big Brother Canada que j'ai regardée. Puis, pour parler de Kevin plus spécifiquement, moi, il me faisait vraiment peur en début de saison, puis en pré-saison. Je regardais sa promo, puis j'étais comme, hey boy, ça fait tellement genre le dude qui a clairement beaucoup trop écouté Big Brother pour son propre bien et va overjouer ou va tu sais, a pas les aptitudes sociales ou a pas le package complet pour, tu sais, a peut-être oui une game stratégique phénoménale, mais a pas le capital social pour mettre en action ces plans-là, ou il y a pas mettons, il y a la capacité sociale, mais il y a pas il y a pas le timing nécessaire pour mettre en action ses plans ou ses relations dans la maison. Mais pour moi, Kevin, maintenant avec le recul, je suis comme, ok, non, Kevin, c'est le joueur de Big Brother qui non seulement tripe sur Big Brother, mais comprend qu'est-ce qui fait que Big Brother est le fun à regarder, qu'est-ce qui fait que Big Brother est le fun à disséquer, et joue de façon à non seulement jouer pour gagner. Kevin joue pour gagner, et ça paraît dans son gameplay, mais Kevin joue aussi pour divertir, et joue pour péter les codes de Big Brother de Big Brother moderne. Tu sais, pour moi, Kevin est le joueur qui représente l'antithèse de ce que Big Brother peut être devenu, exemple aux États-Unis, des méga alliances qui se forment à la semaine 1 et qui contrôlent la game pratiquement jusqu'à la fin en gagnant compétition après compétition. Et évidemment, c'est pas Kevin qui est le seul catalyseur du fait que c'est pas ça qu'on a la saison 10, mais la personne de Kevin et la manière dont il joue le jeu et s'inclut dans les dynamiques de la maison fait en sorte que lui-même se met en opposition face à cette mentalité-là et vient briser les risques que ça se passe à Big Brother Canada 10. Et ça va aussi se démontrer, la qualité de la game de Kevin va aussi se démontrer quant à ses aptitudes sociales. J'avais peur en début de saison, il jouait le gars qui était trop fin, qui était pas à sa place, qui se sentait pas bien, qui était un peu gêné, il avait pas encore sorti sa coquille. Pour au final, tu sais, on voyait les semaines avancer, Kevin est extrêmement bien intégré socialement dans la maison, a une game sociale très 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 forte, au point même de retourner Betty en sa faveur. Betty qui l'haïssait profondément en début de saison, c'est finalement flippé de bord et a réalisé qu'elle s'entendait bien avec Kevin. Et au final, je pense que le fait que Kevin et Betty s'entendent bien maintenant pourrait les aider à se rendre plus loin dans la game, considérant que les deux sont encore dans le Final 5. Et ça, c'est une relation que Kevin et Betty ont cultivée ensemble toute la saison. Quand Kevin ou Betty ou des joueurs moins prompts à essayer des nouvelles choses auraient arrêté de se parler complètement, se seraient mis en opposition directe pour le reste de la saison, puis auraient juste gardé une relation cordiale-ish
pour pas haïr leur vie dans la maison, Kevin et Betty ont travaillé à ce que leur relation soit au final une relation qui va aider les deux dans le jeu. Et quand on regarde par où on a commencé avec la semaine 1 ou la semaine 2, quand les deux saillissaient, on est loin, là. On est vraiment loin. Puis ça démontre la qualité, justement, du gameplay de Kevin, entre autres. Puis, non, pour le vrai, puis la notion d'alliance à deux qui drive le jeu dans l'ombre est super divertissante à regarder. Ça a toujours été le plus le genre d'alliance que j'aime. J'aime voir des... Ouais, peut-être. Des petits problèmes de lumière de mon bord, excusez. Ça fait peur, ça. Fait que, non, c'est ça, la game de Kevin et sa manière de gérer la dynamique de la maison dans l'ombre est super divertissante. Puis c'est pour ça que je lui souhaite de se rendre le plus loin possible. On va repartir ça à niveau podcast. Ouais, non, tout a shutdown, puis tout vient de se rallumer. Fait que pour ceux qui sont restés, merci. Pour ceux qui sont partis, il n'y a pas de problème. Écoutez, il restait 10 minutes à peu près au stream, fait que je vais runner à travers les derniers commentaires que j'ai eus. Je sais que ça sonne complètement décousu, je suis désolé. Un petit problème technique au niveau du Wi-Fi. Puis ceux qui sont encore là, ben merci, puis on va runner la fin. Fait que je sais plus exactement ce que je disais. Je sais que je parlais de Kevin. Je peux finir juste en disant que Kevin est pour moi un des joueurs les plus divertissants qu'on a eu de l'histoire récente de Big Brother Canada. Et je lui souhaite vraiment si au moins il gagne pas, d'avoir bâti cette présence-là pour un jour revenir à Big Brother. Puis au moins, s'il peut influencer la game de Big Brother dans le futur pour la rendre plus divertissante et plus dynamique, ben tant mieux. Je pense que ça s'est revenu comme du monde. Alright. Ok, ça a l'air bon. Donc, William qui dit même si Kevin pourrait être éliminé avant la finale, il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Big Brother Canada avec Halina qui est la plus underrated et possiblement l'une des mieux positionnées. Deux éléments. Premièrement le rôle de Kevin en tant que potentiellement un des meilleurs joueurs de Big Brother Canada. Clairement, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Le gars a su utiliser un des éléments les plus difficiles à utiliser de Big Brother, le chaos, à son avantage. Dans un sens que, normalement, une game de Big Brother, tu veux essayer de la passer en étant en contrôle de la maison, en étant capable de dicter l'ordre des événements et la manière dont les choses vont se passer au courant d'une semaine et au courant d'une saison. Au contraire, ce que Kevin a fait, c'est utiliser le chaos naturel de la maison, notamment à cause des nombreuses victoires / utilisation du veto, notamment à cause des gameplays complètement bizarres et chaotiques de Kyle, de Marty, de Gino, de Betty, de Herman, tu sais, de tous les gens qui, au final, avaient des gameplays qui étaient sans dessus-dessous. Kevin a su, avec Alina à ses côtés, et je vais reparler d'Alina dans quelques instants, Kevin a su utiliser cette instabilité-là, ce chaos-là et cette improbabilité-là dans les événements de la maison à son avantage pour, au final, amener sa game à être vraiment plus impressionnante que je croyais qu'elle le serait au départ de la saison. Et ça, c'est tout à son honneur parce que utiliser le chaos à son avantage est une stratégie qui est vraiment pas assez utilisée et a presque pas été utilisée, à mon sens, depuis Dan Gheesling à Big Brother Canada 10 et Big Brother aux États-Unis, la saison 10 et la saison 14. Dan Gheesling, qui est un de mes joueurs préférés et qui utilisait activement le chaos dans la maison pour avancer de semaine en semaine. J'ai l'impression que pour moi, Kevin est un peu un disciple de cette école de jeu-là. Donc, d'utiliser le chaos et le désordre dans la maison pour s'avancer stratégiquement, pour faire augmenter les cracks entre les individus dans leurs relations sociales pour s'avancer plus loin et au final se rendre dans une position qui va être avantageuse, tout en laissant les autres s'auto-détruire, ce qui fait en sorte qu'ils ne semblent pas être le responsable des éliminations et ne semblent pas être blâmés pour les éliminations des gens. Ce qui fait en sorte que les gens sur le jury n'ont pas le nom de Kevin comme... Le nom de Kevin dans le jury n'a pas un ton négatif. Les gens ne parlent pas de Kevin comme étant un joueur qu'ils n'aiment pas nécessairement. Et pour ensuite parler de Lina qui mérite tout autant ces compliments-là. Elle n'a pas la même game exactement que Kevin. Et tant mieux comme ça, parce que je préfère voir deux joueurs qui travaillent ensemble mais avec des manières de jouer différentes,
Helena, elle, sa game passe entièrement ou presque par son positionnement et ses conversations. C'est différent de Kevin, même si elle se retrouve au final dans le même bateau d'utiliser le chaos puis les dynamiques complexes de la maison pour avancer dans le jeu, et elle le fait aux côtés de Kevin justement. Helena le fait de manière encore plus sous le radar, encore moins salissante sur ses mains et encore moins qui semble encore moins machiavélique entre gros guillemets, ce qui donne une impression de game qui est vraiment, on dirait qu'elle est passive, mais au final on se rend compte en l'analysant qu'elle est vraiment active. Et c'est toutes ces conversations qu'elle a notamment avec Marty, qu'elle a avec JC Lynn, qu'elle a avec Betty, qu'elle a vu avec Summer, qu'elle a avec Josh, qui au final ont fait en sorte que les gens regardent pas en direction de Helena quand vient le temps d'une élimination. Helena semble pas être dangereuse, pourtant elle l'est, et elle semble pas être au milieu de la bisbée, et pourtant c'est souvent elle qui l'est. Par ses conversations, elle va souvent amener les gens à faire des choses qui sont pas nécessairement dans leurs intérêts à eux, mais qui vont aider justement Helena et Kevin. Et ça, c'est une qualité très, très, très difficile à avoir à Big Brother. Et le fait que Helena l'aide, tout en se déguisant un peu sous ce rôle-là de joueuse un peu all over the place, un peu chaotique, un peu incertaine d'elle-même, mais au final, elle est très, très certaine de ce qu'elle fait. Et elle n'hésite pas à foncer. Et pour ça, c'est vraiment divertissant. Et j'ai le feeling que si Helena est pas reconnue comme une des très bonnes joueuses de la saison, mais clairement, à mon sens, c'est une des joueuses les plus underrated. Les gens donnent pas assez de crédit à Helena, puis pour moi, elle est vraiment très bonne. Pour finir, il y a deux commentaires de NTips et on va arrêter après. Je sais même pas si ça enregistre présentement niveau vidéo YouTube. Je sais que niveau podcast, ça enregistre, mais après ça, YouTube, je sais pas. Fait qu'on va espérer que ça fonctionne. Puis je verrai, j'essaierai de trouver une solution sinon. Donc pour compléter ce que NTips disait, Josh est tellement prêt à être proche de Marty, était tellement prêt à être proche de Marty en plus, avec l'histoire d'aîné de la maison et de sagesse. Honnêtement, la relation entre Josh et Marty est une relation que je comprends tellement pas parce que pour moi, une fois que Marty a flip pour sauver Josh et éliminer Stephanie, pour moi, à mon sens, Josh aurait dû devenir la relation numéro 1 de Marty. Parce que Josh était réellement honnête quand il mentionnait à Marty qu'il voulait travailler avec lui pour se rendre à la fin. Josh faisait réellement la promotion d'avancer le jeu ensemble, d'avancer dans le jeu ensemble et de s'aider à se rendre à la fin. Sauf que Marty a plutôt préféré essayer de réparer les pots cassés avec Gino, ce qui au final a été une mauvaise décision, considérant que Gino et Marty sont maintenant éliminés et dans le jury. Donc, j'ai vraiment de la misère à croire comment le fait de s'éloigner de Josh a pu aider Marty. Et j'ai l'impression que la game de Marty aurait une toute autre allure s'il était resté proche de Josh et s'ils avaient travaillé ensemble pour avancer dans la maison. J'aurais pu justement imaginer un groupage de Josh, Marty, Kevin, Helena avec une Betty en option en plus en 5e. Ça aurait pu être vraiment un groupe dominant dans la maison et au final ça s'est jamais arrivé. Et en même temps je me plains pas parce que le résultat qu'on a présentement est nice, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qui se serait passé si c'était plus cette alternative-là qu'on aurait eu droit. Et finalement, je vais terminer le stream de ce soir avec un commentaire de NTips qui dit « Ton impression de Kevin au départ, c'était Jess finalement. » Et tu l'as très bien résumé. Jess était la joueuse super fan de l'émission, mais qui socialement était pas capable d'affronter les obstacles qu'offre Big Brother, était pas capable de s'intégrer socialement dans la maison, et après ça, d'utiliser cette intégration sociale pour se positionner stratégiquement. Et c'est ce qui a coûté sa game parce qu'elle a jamais été capable après ça de se réintégrer dans les bonnes grâces des gens au point où elle était pas le nombre de trop. Ou, pas le nombre de trop, mais en fait la personne la plus facile à éjecter d'une alliance si besoin est. Jess s'est retrouvée comme la cible sur le bouton eject. Et si jamais une alliance dans laquelle elle faisait partie était dans l'eau chaude, ben c'était Jess qu'on faisait éjecter du véhicule au plus sacrant. Et oui, Jess a pu être en contrôle à certains moments, notamment quand elle est devenue patronne,
mais est-ce que son patronat a aidé sa position dans le jeu? Au final, j'en doute, considérant qu'elle est sortie la seconde après. Fait que, on a eu beaucoup de joueurs qui ont pris le pouvoir et ont finalement perdu leur game à cause de ce pouvoir-là ou à cause de leur gestion de la maison ou de leur gestion de relations sociales. Mais ça a fait en sorte que c'était vraiment une saison de haut risque. Un peu comme au style de Big Brother Célébrité saison 2 où les joueurs qui étaient trop dangereux en avant-plan étaient éliminés rapidement. Rapidement, quand même, ça peut dire qu'ils se rendaient au jury, mais tu sais, des joueurs comme Herman, des joueurs comme Moose, des joueurs comme Gino, des joueurs comme Marty, des joueurs même à la limite comme Jess ou Kyle, et même jusqu'à un certain point Tanisha, sont tous partis parce que ils représentaient un danger dans une phase du jeu de manière vraiment évidente, ou avaient des failles dans leur jeu tellement évidentes que ça nuisait à leur survie dans le jeu. Et des joueurs qui étaient donc capables de plus subtilement s'intégrer socialement dans la maison. Là, je parle évidemment de Kevin et Alina, mais aussi de Josh, qui était une cible par son côté aimable et son côté sociable, mais était pas non plus une force dominante dans les épreuves, fait qu'il était pas dangereux pour les autres joueurs dominants. Tu sais, il y a Betty qui était tellement pourrie dans les épreuves que elle était pas capable de poser un danger réel, parce que les gens étaient même pas capables de l'imaginer se mettre en position de danger, même chose pour Summer. Mais ces joueurs-là sont tous dangereux également à leur manière, mais étaient subtilement, en fait plus subtilement capables de naviguer à travers le jeu, et ce que Jess a pas été capable de faire en tant que super fan, et au final Kevin a été capable de faire. Et je pense qu'on a eu un petit peu les deux concepts qu'on peut se faire du super fan de Big Brother qui joue à Big Brother, avec Jess qui est cette super fan-là qui connaît énormément le jeu, mais qui n'est pas capable d'y jouer parce qu'elle n'a pas les habiletés nécessaires ou elle n'a pas elle peut y jouer, évidemment. Je dis pas que les gens qui sont pas bons à Big Brother devraient pas y jouer. Évidemment qu'elle peut y jouer. Mais qu'elle n'a pas le bagage complet d'outils nécessaires pour bien performer à Big Brother, si on veut. Tandis que Kevin, lui, représente la personne qui a étudié Big Brother, a dans ses mains le bagage nécessaire pour jouer la game de Big Brother et bien performer dans la game de Big Brother. Et en plus, puis je pense que ça, c'est l'élément qui fait de Kevin, pour moi, un de mes joueurs préférés à date cette saison et depuis plusieurs moments. C'est parce que Kevin comprend ce qui rend Big Brother divertissant et est non seulement capable de le comprendre, mais de l'appliquer dans la maison. Et par son gameplay, rend la saison plus le fun à regarder au final et fait en sorte que la saison 10 de Big Brother Canada est une des meilleures saisons. Et la saison 8 a joué dans ce sens-là. La Triple Eviction a joué dans ce sens-là. Et les décisions qui ont été prises par Marty, par les autres alliances, par Josh, lors de la triple élimination, vont avoir des conséquences sur les deux dernières semaines de la saison. Il reste la semaine du Final 5. La semaine prochaine, on va voir l'élimination aussi d'une personne au Final 4 et les dernières épreuves qui vont mener au dernier patronat de la maison et au top 2, qui vont devoir à leur tour après ça affronter le jury. Fait qu'il reste seulement 2 semaines de Big Brother Canada, fait qu'il va me rester seulement 2 streams. Donc, je dis 2 streams. Il va y avoir leur stream lundi prochain pour couvrir la semaine 9 et probablement après ça un stream post-mortem où je vais parler de la finale, parler de ce qui s'est passé à Big Brother Canada. Je sais pas si ça va se faire un jeudi soir ou si je vais attendre à quelques jours le temps que j'ai plus de disponibilité. J'ai pas encore mon horaire prévu pour les prochaines semaines en termes de comment je vais streamer pour Big Brother Canada. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un stream évidemment lundi prochain à 8h15 pour parler de la semaine 9. Pour ce qui est des autres vidéos à venir sur ma chaîne, je commence à travailler tranquillement pas vite sur ma critique / mon ranking. Mon ranking qui devrait être probablement sa première des 2 vidéos à sortir. J'ai déjà pas mal mon classement d'établi dans ma tête avec mes argumentaires. Il faut juste que je me fasse un script et que je le filme et que je le monte. Fait qu'il me reste quand même encore pas mal de travail à faire, mais avec la fin de session, j'ai pas vraiment eu le temps de travailler là-dessus. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Pour la critique, un peu même principe. J'ai pas encore eu le temps de la rédiger, mais je sais déjà les points que je veux mettre de l'avant. Fait que ça s'en vient aussi éventuellement dans les prochaines semaines. Et c'est pas encore officiel, mais je vais travailler probablement là-dessus. J'aimerais ça pouvoir faire une Q&A, donc une foire aux questions. Fait que
je vais faire une annonce officielle en temps et lieu quand je vais quand je vais la partir. Mais ça se peut que j'aille à vous demander dans les prochaines journées / semaines des questions. Si vous avez des interrogations à me poser sur moi en tant que personne, sur ma chaîne, sur Survivor, Big Brother Canada, Big Brother US, Big Brother Célébrité. Et je vais prendre les meilleures questions et en faire soit une vidéo ou un stream. Tout dépendant, j'ai pas encore décidé la formule, mais ça va s'en venir aussi dans les prochaines semaines. Fait que c'est les trois gros projets que j'ai pour l'instant. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à ce stream de Big Brother Canada saison 10. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain stream de Big Brother Canada, ou sinon, à mercredi pour un prochain review de Survivor 42 avec mon ami Chris. Merci d'avoir toffé avec les problèmes de difficulté technique et j'espère que vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo-là puis à ce podcast-là et j'espère que vous allez l'aimer. Fait qu'au final, merci beaucoup, passez une belle fin de soirée et à la prochaine. Salut!